Merci pour cet exposé, pour les idées que vous avez développées. Et je pense que lors des débats, du débat, on reviendra sur un certain nombre d'idées. Juste en jeter quelques-unes avant que nous débattions après. C'est d'abord ce monde bipolaire, on part du principe qu'il sera américano-chinois. Mais rien ne garantit que dans 35-40 ans, les États-Unis soient dans une situation d'être un hégémone. Les États-Unis connaissent des évolutions, notamment intérieures, qui peuvent affecter sa capacité à rester cette très grande puissance, même si, dans beaucoup de domaines, ils resteront cette grande puissance. Deuxièmement, ce retour de la Chine crée une dynamique particulière. Et cette dynamique, elle bouleverse le jeu international et elle va bouleverser encore plus le jeu international. Donc les notions de polarité, bipolarité, ils vont être remis en cause peut-être par l'émergence de cette Chine. Et cette Chine qui travaille à ce que certains chercheurs chinois appellent le troisième monde. Là, on ne parle plus de bipolarité, on parle d'un monde nouveau, et notamment de l'émergence de ce troisième monde qui va de Brest à Shanghai, pour faire simple. Donc tout ça montre qu'il y a, je crois qu'il faut aussi s'interroger sur les dynamiques créées par la dynamique chinoise de retour dans les relations internationales. Mais on en parlera tout à l'heure lors des débats. Donc maintenant, nous allons suivre l'ordre des intervenants. Et c'est donc, je vais céder la parole à Madame Isabelle Surbès-Verger, qui est maître de recherche au CNRS et qui va nous parler qui va évoquer le thème des puissances asiatiques et l'espace extra-atmosphérique. Voilà. Alors, j'avais préparé des très jolies cartes, parce que je suis géographe, avant de réaliser que dans un lieu aussi empreint d'histoire, bien évidemment, il n'y avait pas d'écran, pas de PowerPoint et pas de quoi que ce soit. Donc, quand même, je ne vais pas me contenter de vous décrire les cartes. Je vous suggérerais de regarder sur le site de la chaire où je mettrai la présentation PowerPoint. Comme ça, ma frustration et peut-être la vôtre seront comblées. Alors, moi, si vous voulez, je regarde un milieu très particulier. Ce milieu, c'est donc pas ce qui se passe sur Terre, mais c'est ce qui entoure la Terre, c'est le milieu spatial, l'espace au-delà de 200 km d'altitude. Globalement, moi, j'ai des ambitions modestes, je m'arrête à la Lune, si vous voulez. Je vais pas regarder beaucoup plus haut. Et j'inclus la Lune dans cette enveloppe circumterrestre, tout simplement parce qu'elle est un lieu des enjeux nationaux extrêmement visible. Alors d'abord visible parce qu'elle est visible à l'œil nu, hein, c'est une de ses grandes qualités, je dirais, en termes de symbolique, quand vous voulez réussir un programme qui soit vise à envoyer des robots, soit vise à envoyer des hommes. Et cette idée, finalement, qui sous-tend la mise en valeur de l'espace aujourd'hui, l'occupation de l'espace aujourd'hui, c'est que finalement, eh bien, on projette essentiellement dans cette occupation et dans ce type d'utilisation de l'espace, on projette l'état habituel à la fois de nos ambitions et de nos relations internationales sur Terre. Sauf que le milieu spatial est un milieu bien particulier, c'est un milieu où rien n'est stable, hein. Tous les satellites tournent en permanence autour de la Terre qui elle-même tourne sur son axe, donc ça fait quand même beaucoup de mouvements tout ça. Par ailleurs, il n'y a pas de route, un satellite décrit à chaque fois une orbite différente et son voisin aussi. Il n'y a pas de port, donc l'idée, alors à la rigueur, la Lune pourrait en faire un, mais vous voyez bien les difficultés qu'il y a à imaginer des transactions classiques avec des échanges sur quoi qui pourraient se faire avec la Lune. Là, on est un petit peu dans la science-fiction. Donc pour tout le reste, il n'y a pas non plus de route. Et ce milieu a une autre caractéristique, c'est que il a, je dirais, la capacité d'enserrer la Terre et de faire en sorte que finalement tout devient global ou à minimum régional. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on va se rendre compte, en particulier dans le cas des puissances spatiales en Asie, que ces caractéristiques du milieu et l'usage des satellites qui en sont faits vont finalement peut-être provoquer, sinon des convergences, du moins des débuts de synergie qui ne sont pas forcément ceux auxquels on penserait a priori. Alors, d'abord, les puissances asiatiques, alors c'était amusant parce qu'au début, le titre de la table ronde, c'était le choc des géants États-Unis-Chine, donc ce qui vient d'être très très bien présenté dans le premier intervenant. Bon, moi, ça me gênait un petit peu parce qu'en Asie, il n'y a quand même pas que la Chine et non plus que les États-Unis. Et dans le domaine spatial, il y a quand même plusieurs grandes puissances spatiales, dont une qu'on oublie tout le temps parce que précisément, elle n'a pas cette aura géopolitique et qui est le Japon.
le Japon est une grande puissance spatiale, une très grande puissance spatiale technologique, qui a un programme spatial militaire certes limité, mais qui est en évolution, mais qui, pour le reste, ne serait-ce que dans le cadre de l'exploration, du retour des astéroïdes, mais aussi de toutes les applications météorologiques, télécommunications, télévision directe, etc., est une grande puissance, plus sans doute, et je vais peut-être vous surprendre, que ne l'est la Chine. Or, bien évidemment, vous pensez et vous entendez beaucoup plus parler de la Chine spatiale. Alors pourquoi ? Parce que la Chine a effectivement lancé la troisième nationalité, on va dire, dans l'espace. Alors ça, c'est quelque chose d'amusant, puisque théoriquement, un humain dans l'espace, par définition, alors là encore, bon, nous les Français, on parle d'un homme, les Américains parlent de human, histoire de ne pas avoir de problème entre les différences hommes-femmes. Bon, on va pas être tatillon là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacun, quand il envoie donc un de ses ressortissants dans l'espace, lui donne un nom différent. Donc vous avez, comme vous le savez, les cosmonautes pour les Russes, vous avez les astronautes pour les Américains, vous avez les taïkonautes ou les Yanguyan pour les Chinois. On attend pour les Indiens, si un jour ils décident à faire un programme habité, il y a eu le mot de gaganote, bon, c'est pas très, très porteur, mais bon, au moins en anglo-saxon. Donc l'ensemble de ces pays, effectivement, ont des capacités spatiales. Donc je disais, je vais y revenir très vite pour essayer de vous montrer quand même la construction de ces capacités, parce que je trouve ça intéressant, que donc la Chine et le Japon sont certes de grandes puissances spatiales à des titres différents, mais que l'Inde est aussi une grande puissance spatiale, même si c'est une grande puissance spatiale qui a mis en priorité les enjeux de société au cœur de son programme, beaucoup plus que les enjeux d'image et de visibilité. Et donc, il n'y a pas de programme habité indien, mais on a pu se rendre compte très récemment avec l'envoi d'une sonde indienne autour de Mars, qui était donc a fait de l'Inde la 4e puissance à être capable d'envoyer un objet orbiter autour de Mars, qu'il y avait un intérêt de plus en plus fort de l'Inde pour apparaître sur la scène internationale comme une grande puissance technologique. Alors, ce que je vais donc exclure un petit peu de mon champ de présentation les États-Unis et la Russie, qui font partie du sujet de cette table ronde, mais qui, dans le domaine spatial, sont quand même hors catégorie. Et je vais me concentrer sur le Japon, la Chine et l'Inde, avec peut-être, si j'ai le temps, une rapide incursion du côté des deux Corées. Alors, les logiques nationales, et c'est sur ça que je voudrais insister, qui ont présidé à l'accession à la puissance spatiale dans chacun de ces trois grands pays sont complètement différentes, et cela nous permet de mieux nous rendre compte finalement de pourquoi la notion de course à l'espace, qu'on retrouve assez souvent dans les médias concernant le spatial, est finalement une notion tout à fait mal adaptée et dangereuse parce qu'elle a d'erroné comme type de transposition. Le Japon et la Chine ont lancé leur premier satellite la même année, en 1970, ce qui est assez intéressant, avec des conditions complètement différentes, bien évidemment, puisque la Chine a dû ne compter que sur elle-même. La Chine était à l'époque totalement isolée, alors que le Japon a bénéficié d'un soutien américain qui n'a pas toujours été facile, mais qui néanmoins existe. Dans le cas du Japon, ce qui était crucial, c'était de démontrer une compétence technologique. Le Japon était écarté de domaines symboliques comme l'aviation ou le nucléaire pour des raisons dont on se souvient tous liées à la Deuxième Guerre mondiale. Mais le Japon, dans les années 70, avait deux caractéristiques fortes. D'une part, il était capable de maîtriser des nouvelles technologies et c'était certainement le pays asiatique le plus puissant dans le domaine des technologies à l'époque. Et par ailleurs, il avait des revenus économiques suffisants, c'était la grande époque des exportations japonaises, qui lui permettaient de prétendre à faire ce catch-up, ce rattrapage, sachant que ce rattrapage, pour des raisons évidentes de stabilité internationale, il le voulait purement et uniquement technologique. Donc on faisait des programmes complexes, dont des programmes d'application, un des premiers programmes de télévision directe par exemple, mais on se gardait bien de toute utilisation d'un spatial militaire et stratégique. Si je regarde le cas chinois, on est dans quelque chose de beaucoup plus proche de ce qu'étaient les motivations de l'Union soviétique à ses débuts, c'est-à-dire d'avoir des succès symboliques à dimension idéologique très forte. Donc on est exactement dans l'inverse de ce que recherchait le Japon, d'où, je dirais, l'idée assez rapide mais plus difficile à réaliser d'un programme habité, par exemple, qui permettait à la Chine de se poser,
et on revient sur ce que vous disiez précédemment, comme le rival entre guillemets à terme des États-Unis et un potentiel remplaçant éventuellement de l'Union soviétique puis de la Russie dans l'espace. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je vais m'arrêter 2 minutes parce que je trouve que c'est justement assez intéressant et assez problématique. Il y a aujourd'hui, c'était ce que je montrais sur mes cartes, 3 puissances spatiales qui ont envoyé un homme dans l'espace. C'est très bien. Mais envoyer un homme dans l'espace, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas forcément la chose du monde la plus difficile à faire. C'est compliqué. C'est cher parce que vous avez des redondances fortes, parce que autant le succès peut être marquant si vous réussissez, autant l'échec a aussi de fortes dimensions médiatiques. Mais ce que fait la Chine aujourd'hui avec son programme habité, c'est à peu près ce que faisait l'Union soviétique, on va dire, dans le courant des années 60 et des années 70. Donc pour quelqu'un, et d'ailleurs, on parle aujourd'hui éventuellement dans une extension de la Station spatiale internationale de possibles visites de Chinois. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles seraient d'autant plus faciles, ces visites, que les systèmes d'amarrage chinois sont des systèmes d'amarrage russes, tout simplement parce qu'ils ont été achetés aux Russes dans les années 90. Donc si vous voulez, le programme habité, qui est ce programme symbolique et qui commence à montrer la Chine comme le compétiteur des États-Unis, etc., c'est très, très largement, je dirais, une construction, et ce qui est encore plus intéressant, c'était une construction que nous réalisons, nous, les Occidentaux. C'est-à-dire que les Chinois sont parfaitement lucides et parfaitement modestes sur ce qu'est leur capacité. Et les Chinois, aujourd'hui, disent toujours qu'ils sont en train de faire du rattrapage et que l'ensemble des étapes de leur programme spatial sont guidées par le fait d'apprendre à maîtriser ce que les autres ont fait avant eux. Et il n'est sans doute pas faux, même si ça n'en est qu'une partie des raisons, d'expliquer que le tir anti-satellite chinois de 2007, qui a beaucoup marqué les esprits, est là aussi dans une logique de catch-up. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire ce que les Américains et les Russes faisaient dans les années 60, et ils testent la technologie. Et c'est quand même tellement vrai qu'il n'y a pas eu d'habillage politique de ce tir. Les Chinois ont été incapables de construire un discours autour des motivations. Alors quand même, quand vous voulez faire quelque chose de symbolique fort, vous avez un discours qui va avec derrière. Là, ce n'était pas le cas. Et par ailleurs, ils n'avaient même pas maîtrisé le risque énorme qu'ils ont fait en faisant des débris partout, ce qui prouve bien qu'il n'y avait pas eu une étude, on va dire, très complexe et très globale de la signification de cet essai-là. Donc la Chine aujourd'hui, dans son programme spatial, on pourrait également le dire sur le programme lunaire. Ça, le programme lunaire chinois, c'est quelque chose qui me fascine parce qu'il n'est pas. C'est-à-dire qu'en gros, les Chinois n'ont jamais dit qu'ils voudraient envoyer un homme sur la Lune. Alors c'est bien parce que comme ils ne l'ont jamais dit, vous allez lire partout que c'est bien la preuve qu'ils veulent le faire et que c'est un super secret. Alors moi, j'adore ça, mais ça m'agace juste un tout petit peu, parce que quand les Chinois veulent faire quelque chose et qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas pressés, mais que ça a une signification, ils ne se cachent absolument pas pour le dire. Or là, s'ils ne le disent pas, c'est tout simplement parce que ce n'est pas décidé. Aujourd'hui, quand vous regardez le livre blanc chinois, vous voyez que l'idée d'un homme sur la Lune pourrait s'inscrire dans le cadre du programme habité, mais qu'ils imaginent aussi tout à fait en parallèle un programme d'exploration lunaire robotique qui, d'une certaine façon, serait peut-être beaucoup plus porteur en termes d'image de la Chine, en ce qu'il montrerait que la Chine ne fait pas ce qui se faisait en 1969, mais que la Chine est capable de maîtriser des domaines du futur et des domaines de l'avenir et des technologies de l'avenir, comme par exemple les robots. Ce qui retient les Chinois de ne pas annoncer un programme robotique, c'est qu'ils n'ont pas forcément les capacités de faire quelque chose d'aussi performant que ce que pourraient faire par exemple les Japonais. Donc cette idée et cette construction qu'on trouve partout dans la littérature occidentale et qui est très très fortement marquée quand même par les analyses américaines d'une Chine qui est le challenger m'inquiète beaucoup, en ce sens que j'ai le sentiment, pour suivre ce programme depuis très longtemps, que si un jour les Chinois envoient justement un de leurs ressortissants sur la Lune, ça sera presque en quelque sorte parce qu'on leur a construit une telle image de superpuissance à partir de cet élément symbolique que finalement ils se sentent presque tenus de la réaliser. Alors reste à voir jusqu'où ils iront dans cette logique-là. Alors après, il y a des esprits pervers qui disent que ça aurait aussi un avantage, c'est que le temps perdu et l'argent perdu à faire un programme lunaire chinois pendant ce temps-là ferait que la Chine ne pourrait pas consacrer ses revenus à d'autres applications, en particulier dans le domaine militaire. Je ne suis pas sûre qu'il faille aller aussi loin, mais en tout cas, c'est un exemple qui me paraît important parce que, dans le domaine spatial,
Et je ne nie pas le fait que la Chine soit une grande puissance spatiale. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est certainement pas la grande puissance spatiale que les Américains construisent parce qu'ils ont toujours eu besoin d'un compétiteur, parce qu'ils ont toujours eu besoin d'un challenger et parce que leur programme ne vit que de ça dans la plus pure continuité de la guerre froide et de la course contre l'Union soviétique. J'en viens maintenant à l'Inde. L'Inde est un autre cas puisque les logiques qui ont présidé au développement du spatial indien sont des logiques qui tiennent à une utilisation, et c'est le seul cas au monde, des applications spatiales pour aider au développement. Et donc, l'originalité, mais vraiment absolument unique, c'est que l'Inde a commencé par des programmes d'application, des programmes de télécommunication pour desservir les zones rurales isolées, des programmes de télémédecine, des programmes d'éducation, donc j'ai déjà dû le dire, des programmes d'observation de la Terre, de météorologie qui servent à prévoir les ensemencements dans les champs. C'est très frappant, j'étais en Inde très récemment, de voir que vous avez des centres où des paysans indiens appellent pour le coup d'un appel local et où ils demandent à partir de quand il va pleuvoir, et vous avez un lieu dans lequel vous avez un certain nombre, un call center en fait, d'experts qui reçoivent en permanence des données météo et qui sont capables de dire aux paysans à quelle échéance il va pleuvoir. Alors c'est amusant aussi parce que quelquefois il y a des gens qui appellent parce qu'ils font un mariage. Alors les mariages indiens, c'est des centaines de personnes et ils ont vraiment besoin de savoir si il va pleuvoir ou pas pleuvoir quand ils font le mariage. Et en retour, et ça nourrit là encore les systèmes d'information géographique locaux, et ça n'existe effectivement que dans ce pays, la personne qui a interviewé demande ce que le paysan a planté dans son champ, ce qu'il compte planter, comment ça se passe autour, et il renourrit sa base de données avec ça. Donc tout ça pour dire que le spatial est là un élément totalement intégré dans la société qui fait en plus coexister, et ça aussi c'est unique, une technologie sophistiquée. Le spatial, c'est quand même à un moment ou à un autre, je dirais, une maîtrise d'outils assez complexes, mais en même temps ce qu'ils appellent du low cost, et on l'a bien vu avec ce tir autour de Mars réalisé avec une petite fusée, un tout petit lanceur, et au prix d'un assez long voyage. Donc ça, c'était pour tracer un petit peu le tableau, et comme le chairman me rappelle que j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais juste en arriver à ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Le Japon évolue de quelque chose qui était lié vers un spatial à profonde connotation technologique, vers un spatial de plus en plus stratégique. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la Basic Law qui est en train d'être mise en place au cours de l'année 2015. La Chine, elle, de son côté, elle passe effectivement d'une démonstration de modernité, qui était au cœur de son ambition, à une idée de leadership régional. Et l'Inde, de son côté, elle passe d'un espace sociétal à un espace plus technologique. Et en parallèle, et c'est sur ça que je voulais venir, parce que c'est quelque chose que le spatial permet de voir beaucoup plus facilement que d'autres domaines, on assiste à des mises en perspective, et là aussi j'ai une carte que vous pourrez regarder sur le site, d'accords régionaux et d'organisations régionales pour l'ensemble des pays de la zone Asie, qui sont animés soit par le Japon, qui a, depuis c'est les mêmes années 1990-1993, qui donc a une organisation qui s'appelle l'APRSAF, qui est une association des agences spatiales, et puis en parallèle des Chinois avec l'APSCO. Et ces deux organisations doivent aussi cohabiter avec une troisième organisation qui, elle, est plutôt mise en place par la Malaisie et qui se veut une organisation internationale d'échange de données. Et cette idée d'une course à l'espace qu'on pourrait voir quand on dit « Ah, il y a 3 sondes qui ont été envoyées en même temps vers la Lune ». Bon, c'est vrai, le Japon, l'Inde et la Chine, à un mois d'intervalle, il y a 2 ans, ont envoyé toutes les 3 des sondes vers la Lune. Bon, la raison en est simple, c'est juste qu'ils sont à peu près au même niveau de développement technologique, sauf le Japon qui l'avait déjà fait 20 ans avant et qui relance un nouveau programme lunaire et qui n'a qu'un seul satellite naturel. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, c'est pas qu'ils sont en train de se focaliser sur un enjeu particulier, c'est juste que dans le déroulement normal de leur programme, ils en arrivent au même moment avec des capacités différentes. Mais en parallèle de ça, ce que vous voyez, c'est que ces organisations régionales, qui sont des organisations de coopération dans le domaine des technologies spatiales, essaient de trouver des moyens de se partager en quelque sorte un espace d'influence et non pas du tout d'être en compétition, mais d'être plutôt dans une forme de partage. Alors comme je crois qu'il faudrait que je conclurai sur un adage qui m'a été dit par des collègues japonais qui disent « c'est la première fois que dans la zone Asie,
on a en même temps le Japon et la Chine qui sont capables de prétendre à une influence régionale. C'est-à-dire que dans l'histoire, jusqu'à maintenant, soit c'était le Japon, soit c'était la Chine qui étaient en situation de dominer l'autre. Là, pour la première fois, les deux sont en situation de le faire. Alors, bien évidemment, je ne reviens pas sur ce qui a été dit précédemment, les contextes sont autres, mais l'idée, c'était de dire comment va-t-on faire cohabiter deux tigres sur la même colline ? Et moi, ce que je constate dans le domaine spatial, c'est que finalement, et je tendrais plutôt pour ça vers une forme de multipolarité, tout simplement, je crois qu'ils essaient de faire différentes petites collines et de créer différentes collines qui permettent à chacun des tigres d'avoir son espace de vie de la manière la plus harmonieuse, parce que c'est finalement en ça qu'aujourd'hui, ils ont le plus d'intérêt tous. Voilà, j'ai fini.